En fait, on a déjà vu pas mal de choses sur ces enjeux liés au contrat de cloud, au contrat de sous-traitance. Je vais tout d'abord donner la parole à Maître Céline Barbosa pour revenir sur tous ces contrats. On a vu ces contrats de manière plutôt théorique. L'idée maintenant est de voir quels sont ces contrats, quel est l'objet du contrat, quelles sont les évolutions que l'on voit aujourd'hui sur les périmètres qui sont confiés par les entreprises. On disait précédemment que c'était un choix de gouvernance. Donc, qu'est-ce que décident les entreprises dans leur stratégie? Qu'est-ce que l'on confie? Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je voulais vous faire part de mon expérience dans le domaine de l'industrie et traiter plus particulièrement de l'objet des contrats. Donc, l'objet des contrats a été modifié parce que les prestations sur le marché se sont multipliées. Et ce que je suis en train d'observer, j'accompagne les entreprises sur le sujet, c'est que pour la partie, on va dire, corporate, le RH a des demandes très très particulières, alors qu'avant j'en entendais quasiment jamais parler. Il a besoin de prestations parce que les entreprises et les organisations se sont rendues compte qu'elles pouvaient exploiter toutes les données du système d'information. Et dans le travail du RH, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi faire évoluer le personnel. Et donc, ce sont des prestations qu'on ne peut pas faire en interne, en général, dans les entreprises. Et donc, on sous-traite ce type de prestations pour pouvoir, en fait, permettre aux employés d'avoir des parcours évolutifs. Donc, en fait, on remet aux prestataires une partie d'éléments assez sensibles du système d'information. Et donc, il faut pouvoir, dans l'objet du contrat, matérialiser cette prestation tout en indiquant que c'est une opportunité, mais en général, on oublie de traiter la sécurité. Ça, c'est un point que j'ai pu observer. Pour la partie production, ce que je peux constater, c'est que en fait, le sous-traitant, les moyens qui sont mis en place pour pouvoir assurer des temps très très courts en termes de production, ces moyens-là utilisent aussi les systèmes d'information. Et ce sont des prestations qui sont sous-traitées aussi à des sous-traitants qui finalement interviennent très rapidement en entreprise ou qui sont au sein des entreprises. Et il faut pouvoir, dans l'objet du contrat, à la fois qualifier la prestation, les attendus, les performances et les pénalités. Donc c'est ce qui a été évoqué précédemment. Il faut faire des analyses de risque très très abouties. Le troisième chose que j'ai pu constater, c'est que lorsque le produit est vendu, en fait, il y a toute sa phase d'exploitation. Et là, tous les industriels sont intéressés de connaître, en fait, comment est utilisé le produit et quel est le comportement de certaines parties d'équipement en phase d'exploitation. Et c'est là où on peut intéresser le sous-traitant qui lui-même, alors qu'il a vendu et été payé de la prestation, finalement il n'a plus vraiment à intervenir sauf en phase de maintenance. Cette maintenance, elle a un autre objet aussi en fait. Lui, il veut obtenir la donnée d'exploitation, savoir connaître le comportement de l'équipement pour pouvoir ensuite, dans son propre processus vis-à-vis de ses clients, revendre un équipement avec des données et des informations qu'il n'aurait pas pu avoir, qu'il n'aurait pas pu obtenir si jamais il n'était pas intéressé à cette phase d'exploitation. Et ça, je l'ai constaté dans différents secteurs d'activité, dans le domaine de l'eau, de l'incinération des déchets ménagers, ou dans le domaine du transport maritime, où en fait, on place beaucoup de capteurs pour pouvoir obtenir ces données. Et tout ça, ça passe par le système d'information. Et en fait, il faut pouvoir sécuriser également cette donnée. Donc là, on est dans des logiques d'optimisation de processus, d'analyse prédictive. Aussi, oui, tout à fait. Et d'autres prestataires rentrent en fait en négociation avec l'entreprise parce qu'ils ont la capacité d'analyser un ensemble de données internes à l'entreprise ou avec des sous-traitants. Et en même temps, ils font quelquefois des données multiconstructeurs
pour pouvoir, qui sont en fait échangés ou pas en fonction des prestations commandées. Et ce sont des objets contractuels que je ne voyais pas précédemment sur le marché. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ce qui manque, et c'est ce que vous avez évoqué juste à l'instant, c'est en fait la sécurisation des données. Et je trouve très intéressant le fait de mettre des exigences en phase d'appel d'offres. Parce que sinon, en phase de négociation, on en revient toujours à demander aux juristes de border les choses. Et c'est là où c'est très compliqué, parce qu'on peut indiquer qu'il faut négocier des clauses contractuelles. Le sous-traitant, s'il dit non, moi je ne fais pas, je négocie pas, vous me limitez ma responsabilité à des niveaux qui sont très très faibles, c'est très très difficile de revenir en négociation avec ces éléments-là. En revanche, le fait en termes de communication, d'indiquer en phase d'appel d'offres que c'est un critère d'appréciation, que c'est un critère qui peut être partagé, qui peut permettre d'évoluer, d'avoir une certaine maturité sur le marché et d'avoir un avantage concurrentiel, c'est une autre présentation qui peut parler aux acheteurs. Donc là, on a vu l'intérêt d'avoir un plan d'assurance sécurité qui est déjà disponible dès la phase d'appel d'offres. C'est important d'accompagner le sous-traitant dans sa montée en compétences, en maturité. Est-ce que vous voyez d'autres aspects qui sont importants dans cette préparation de contrat, et notamment liés au fait que les périmètres évoluent, de nouvelles façons de manipuler les données, notamment pour de l'analyse préventive ou pour ces traitements RH dont vous avez parlé? Qu'est-ce qu'il est important d'avoir dans les contrats? Peut-être, avant de parler de rédaction contractuelle, c'est d'organiser le schéma contractuel. De façon générale, avant de commencer à discuter avec un chef de projet ou une équipe métier, je leur propose de faire un schéma pour qu'elle m'indique les flux, pour bien comprendre les flux à la fois de la donnée, parce qu'en général, la question qui est posée au juriste ou à l'avocat, c'est quelle est ma responsabilité? Et donc, ce que je leur réponds, c'est une autre question finalement, c'est expliquez-moi quel est le contexte du projet, comment vous allez travailler avec votre sous-traitant, quelle est l'organisation en place, surtout quand il y a un groupe à l'international. C'est là où ça peut être très très compliqué, parce que chacun a des tâches bien définies dans le processus. Et je pense qu'on peut faire des erreurs si on ne comprend pas en fait la structure contractuelle. Pour moi, c'est ce qui est primordial avant de commencer à rédiger. On pourrait peut-être passer à un autre intervenant. Et donc là, ici, on a vu un certain nombre de risques. Peut-être une dernière question. Vous avez parlé d'analyse de risque. Comment cette analyse de risque, elle a une influence sur la façon avec laquelle vous allez constituer le contrat? En fait, ce point-là a été évoqué tout à l'heure. En fait, pour pouvoir établir une analyse de risque, il faut comprendre les acteurs qui vont intervenir, les prestations, les attendus. Et c'est ce qui va participer à la construction du contrat et notamment à l'appréciation de la clause de responsabilité. S'il n'y a pas d'enjeu en termes de données personnelles, ce n'est pas la peine d'insister sur cet aspect-là. Mais en revanche, ce que je constate actuellement, c'est qu'on s'intéresse énormément aux données personnelles, à la protection. Il y a des processus internes aux entreprises pour pouvoir faire cette analyse de flux de données. Et par contre, on oublie totalement la base de données client. C'est-à-dire que sur le même sujet, on devrait en fait bien comprendre que lorsque on traite la donnée du personnel, enfin ou du moins lorsqu'on sous-traite cette base de données, on est en train de donner finalement, de remettre entre les mains du sous-traitant une partie de la base de données de l'entreprise. Donc quid de l'exploitation de la base de données client de l'entreprise? Donc il n'y a pas que les données personnelles, il y a aussi le savoir-faire de l'entreprise, oui, la propriété intellectuelle, un certain nombre de risques sur ces données confidentielles. Par rapport à ces contrats et cette volonté d'aller vers le cloud, il y a un certain nombre de risques et l'entreprise a besoin de se rassurer. Face à ça, on a des normes qui ont été établies. C'est ce que va nous expliquer Christophe Jolivet.
en quelle mesure l'entreprise peut se rassurer? Oui, tout à fait. Donc, dans le domaine du cloud, on assiste à de plus en plus de certifications, donc ça foisonne. Alors, les certifications, elles ont quand même l'avantage de renforcer la confiance qu'on peut avoir. C'était vrai pour des hébergeurs classiques, mais c'est vrai aussi pour un fournisseur cloud, qui reste un fournisseur. Et donc, on va retrouver un certain nombre de possibilités de certification. Ce qui va intéresser évidemment le client, parce que quelque part, ça lui évite de reposer les mêmes questions. Donc, normalement, c'est fait pour améliorer la confiance entre le client et son fournisseur. Ça va intéresser aussi potentiellement le fournisseur. Pourquoi? Parce que ça va lui éviter aussi de répondre aux mêmes questions que chaque client va lui poser avant de s'intéresser à lui et à ses services. Donc ça, c'est une première chose. Alors, après, avant de dresser un rapide panorama de ce qu'on peut trouver actuellement, on a aussi bien évidemment les exigences légales et réglementaires qui vont pousser quand même à ce que ces certifications vont, à mon avis, se généraliser et se multiplier dans un avenir assez proche. Donc on le voit dans le règlement européen sur les données personnelles, puisque la Commission, par ce règlement, encourage les certifications. Ça va être le cas aussi bien pour des certifications de personnes pour les DPO, puisque en France, par exemple, le référentiel d'agrément des DPO est en train de sortir, et les premiers DPO vont pouvoir être certifiés début d'année. Mais c'est vrai aussi pour les systèmes, d'accord, donc les systèmes d'information. Donc on va avoir dans ce cadre la multiplication de certifications potentielles. On l'a aussi dans des secteurs spécifiques. Vous l'avez, puisqu'on est en France, on peut parler du cas français. Vous l'avez par exemple pour les hébergeurs de données de santé qui passent d'un cadre d'agrément à un cadre de certification, et on va leur imposer d'avoir une certification 27001, un petit peu étendue sur d'autres points. Donc tout ça va pousser en fait à la mise en place de certifications. Alors ce qu'on peut trouver actuellement, je dirais en termes de certification, pour faire court, on va retrouver des systèmes de management. Donc sur la sécurité, on connaît la 27001 depuis longtemps, c'est valable y compris pour le cloud. On va retrouver d'autres systèmes de management qui sont intéressants, comme la continuité d'activité avec la 22301, l'ISO 20000 aussi, dont on parle beaucoup dans la partie santé. Et puis, on va retrouver un certain nombre d'autres certifications, par exemple dans le domaine américain, puisque là, on parle du franco-français, mais enfin, AWS, dans le monde du IaaS, c'est 50% du marché quand même. Donc c'est énorme. Et donc tous ces fournisseurs vont également avoir des certifications. Alors vous avez par exemple la Cloud Security Alliance qui est très présente dans ce domaine-là, qui a sa certification STAR avec des niveaux différents, des niveaux d'auto-évaluation, des niveaux un peu plus audit indépendant qui se rapprochent d'une 27001. Vous allez retrouver d'autres types de certifications également côté américain. Vous allez retrouver également tout ce qui est attestation qu'on connaissait déjà dans le monde de l'hébergement, issu de l'ISAE 3402, d'accord, que vous connaissez aussi en tant qu'hébergeur ou en tant que client, avec les rapports SOC 1, SOC 2, SOC 3. Vous avez également le SOC for Cyber Security qui vient d'être publié par une association de comptables américains et canadiens, et c'est quand même eux qui, je dirais, donnent un petit peu le là sur cette partie. Donc on peut s'attendre aussi à la multiplication d'attestations dans ce domaine-là. Donc après, une fois qu'on a dit ça, et bon, il y a d'autres choses qui existent, et après on a les initiatives évidemment nationales. Donc on a parlé tout à l'heure du SecNum Cloud dans le cas de la France, pour l'ANSSI. Je pense qu'il y a également des discussions pour arriver à généraliser ces référentiels un peu plus loin qu'un pays, parce que le cloud, c'est pas forcément limité à un pays. Donc il faut également viser peut-être des choses un peu plus européennes dans ce cadre-là. Donc ça peut aussi être des choses qui sont en discussion. L'Allemagne a son propre référentiel, et donc tout ça va évoluer. Alors après, une fois qu'on a dit ça, vous avez un foisonnement, et vous allez regarder votre fournisseur, vous allez regarder un fournisseur français, un fournisseur américain, il va vous donner 10 certifications qu'il maintient, etc. Derrière, toute la question, c'est d'arriver à se poser, pour un client, bien sûr, qu'est-ce que ça vaut, évidemment. Donc, sur quel périmètre, est-ce que c'est une auto-évaluation, est-ce qu'il y a un audit indépendant, est-ce que réellement ça renforce la confiance, parce qu'on parle de confiance, que vous pouvez avoir dans ce fournisseur. D'accord. Donc, et si cette certification date de mars 2017, est-ce qu'elle a toujours un intérêt ? Oui, tout à fait. Donc il y a l'élément temps qui est important, il y a l'élément périmètre,
Et il y a la manière dont c'est fait. Mais bon, en théorie, bon, c'est toujours possible, je dirais, de certifier un système de management, par exemple, sans forcément renforcer la sécurité. Mais enfin, normalement, ça va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire quand on fait l'effort de mettre un SMSI en place pour ceux qui l'ont fait et pour ceux qui ont été jusqu'à une certification, vous savez quand même parfaitement que votre niveau de sécurité, je pense, a augmenté. Donc c'est quand même des choses qui sont tout à fait intéressantes. Après, bon, il y a l'aspect légal qui peut pousser, mais après, on reste dans un marché économique. D'accord ? Donc si les clients s'intéressent aux certifications des fournisseurs, le demandent, forcément, ça va aussi, forcément, ça va booster un petit peu la mise en place de toute cette certification. Donc, je dirais, pour conclure rapidement, et on pourra répondre aux questions, mais à mon sens, tout ça va se généraliser, ça augmente quand même, et ça participe à la confiance. Après, évidemment, il y a toutes les autres choses qui sont importantes et qu'on connaît en sécurité. C'est pas parce qu'on a un tampon qu'on est à l'abri ni des incidents de sécurité, ni d'avoir un niveau plus faible potentiellement que quelqu'un qui n'aurait pas de tampon. Mais ça participe quand même normalement à ce que le niveau de confiance, je dirais, soit quelque part plus accru. Alors après, juste pour terminer quand même, dans le monde du cloud, on est quand même sur des environnements qui sont quand même différents d'un hébergeur classique. Hein. Le mot-clé dans le cloud, c'est quand même automatisation. Pour arriver à faire du IaaS, et quand vous cliquez pour démarrer vos 100 serveurs suivantes en changeant de région, de zone de disponibilité, etc., ça ne se fait pas tout seul quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'en dessous, au niveau infrastructure, il y ait des choses quand même très très automatisées. Donc des API partout, y compris au niveau infrastructure, des VXLAN, auto-paramétrables, du SD, du software defined network. Donc beaucoup de choses quand même qui sont très automatisées, avec des failles potentielles. Donc on est quand même sur des risques différents, à mon sens, entre un fournisseur cloud, si c'est du vrai cloud avec la vraie automatisation, je dirais d'un hébergeur un peu plus classique. Voilà. On a parlé de certification, c'est un moyen pour se rassurer. Il y a d'autres acteurs qui apparaissent aujourd'hui, qui sont les agences de notation cyber. En quelle mesure ces acteurs sont aussi dans les moyens qui sont utilisés par les entreprises pour se rassurer ? Oui, ça c'est un élément qui est tout à fait intéressant. Après, je dirais, c'est un petit peu comme le cadre de la certification. Il faut rentrer sur quel est le. C'est un petit peu comme dans le monde de la finance. Hein. Vous allez avoir des évaluations en termes de niveau de confiance qu'on peut avoir dans un État, par exemple. Bon, la Grèce était prête de faire faillite. On n'a pas eu forcément, je dirais, des éléments précurseurs très très intéressants dans ce domaine-là. Donc ça va être pareil pour la sécurité et les notations de sécurité qu'on peut avoir. C'est des éléments, je dirais, à prendre en compte dans le cadre de la liste de risques, comme les autres. Il faut regarder comment c'est fait, qui est derrière, quels sont les référentiels et qu'est-ce que ça apporte concrètement. Après, le client, il reste responsable de ces risques. On parlait de Cloud Act tout à l'heure. Évidemment que c'est un élément qui va rentrer en ligne de compte. Après, si, je vais dire, d'une manière théorique, vous avez 2 heures pour faire une liste de risques, passez pas 1h50 sur Cloud Act. Parce qu'il y a aussi le reste quand même. Hein. Comment vous administrez votre tenante ? C'est vos comptes d'accès, vos administrateurs, vos comptes privilégiés, etc. Donc c'est bien de se poser la question sur Cloud Act, mais il faut aussi se poser la question de ce que vous faites en tant que client, par exemple, par rapport à l'administration de vos infrastructures dans le cloud. Donc il faut essayer quand même en sécurité d'avoir une notion d'évaluation du risque et quand même de bien remettre les choses dans leur vraie valeur, je dirais. Alors, au niveau des certifications, on a parlé de Secnum Cloud, de l'ANSSI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette certification ? Ce qui est important dans une certification, en fait, ou une qualification, c'est de savoir aussi qui certifie. C'est-à-dire que les personnes qui certifient, faut avoir confiance dans la tierce partie qui certifie le produit ou le service que vous considérez. Donc en France, l'État français, quand il va qualifier ou certifier un produit, se pose garant des résultats. Ça ne va pas forcément être le cas d'une association professionnelle ou d'une association professionnelle américaine. Donc les décisions d'octroi du label sont à considérer. Donc dans le cas de Secnum Cloud, on a mis en place le référentiel pour qu'il soit équilibré à la fois sur des points techniques. Donc effectivement, dans Secnum Cloud, vous allez retrouver de gros morceaux de 27001 dans lequel viennent s'insérer des exigences
tiroir. C'est-à-dire quand on ouvre le tiroir, on trouve un guide de configuration de l'ANSSI ou les 42 règles d'hygiène à respecter. Donc sous couvert d'une exigence, on ouvre le tiroir, on en a 42, on est content, mais ça augmente le niveau de sécurité du cloud. Et après, dans Secnum Cloud, ou de manière plus générale, dans la certification ou la qualification, je mets en place la qualification, c'est de faciliter le recours à des solutions de confiance. Alors, il y a très très longtemps, la confiance, on se dit, tiens, on va tester un produit, il va tenir debout, c'est sûr, c'est bon produit, je suis content. Simplement, sur les services ou sur les produits, on s'est aperçu que la chaîne logistique jouait un jeu, que le contractuel jouait un jeu, que, n'en déplaise aux avocats, où je vais peut-être retirer le pain de la bouche, mais lire les contrats ou les conditions, c'est quand même super compliqué et ça donne mal au crâne. Donc si quelqu'un peut le faire à votre place ou déjà avoir un niveau de garantie que le fournisseur ne va pas essayer de vous la jouer à l'envers, on va dire, ça permet de gagner du temps aussi dans la négociation, c'est-à-dire qu'on est en face de personnes raisonnables. Donc sur ce sujet-là, par exemple, c'est les 18 premiers chapitres, on va dire, de Secnum Cloud sont plus orientés techniques et sont plus ou moins basés sur la 27001 étendue. Et puis le chapitre 19, on va retrouver ces exigences contractuelles auxquelles on n'y pense jamais dans l'euphorie de la contractualisation. C'est-à-dire, par exemple, qu'advient-il de mes données une fois que j'ai résilié le contrat? Ça, effectivement, on s'assure qu'elles sont effacées. Et on va auditer pour ça. Donc, Secnum Cloud essaie de brosser un peu tous les domaines qui sont liés à l'externalisation. Après, on peut aller sur un cran plus loin au niveau de l'Europe, puisqu'il y a le Cyber Security Act. Là, lundi, le discours politique est achevé. On a un texte qui est, on va dire, figé et qui va instaurer une certification européenne. Donc, certification européenne, c'est-à-dire que c'est certifié en France ou en Allemagne et c'est reconnu au niveau de l'Europe. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a toute une mécanique à mettre en place pour la reconnaissance, pour s'assurer qu'un niveau de certification, quelque chose qui a été évalué par exemple dans un autre pays, soit sur les mêmes standards français. Donc il y a pas mal de travail. Et un des premiers sujets auxquels va s'atteler toute la certification européenne, va s'atteler l'ENISA, c'est la mise en place d'un schéma de certification du cloud. Donc actuellement, il y a des groupes d'experts et j'allais dire en janvier, il va y avoir un appel à commentaires, probablement. Donc surveillez les news de l'agence, on s'en fera relais, mais je vous invite à participer à l'appel de commentaires sur justement ce groupe de travail sur la certification cloud européenne. Alors, au niveau des activités européennes, nous avons la directive Nice. Pour les OSE, quelles sont les recommandations ou les exigences de l'ANSSI par rapport au choix de sous-traitants? Il y a en tout cas la Nice, là j'ai pas trop creusé. Nous on a un catalogue qui est assez général et qui s'adresse au niveau de la qualification de produits et de services, qui permet d'outiller toutes les réglementations, j'allais dire, qui contraignent ou obligent au recours à un prestataire. Donc ça va être LPM, ça va être Nice qui va se caler sur la LPM. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de différence pour ceux qui sont OIV et puis après ils rentrent dans le cadre de la Nice, c'est la double peine. L'idée c'était quand même d'aligner. Pas être méchant. Et donc les préconisations, il y a d'une part toutes les guides et recommandations, l'utilisation des produits et services qualifiés, et puis souvent faire preuve de bon sens. Enfin, à titre d'exemple, j'avais quelqu'un, un ami qui s'occupe de transformation numérique, etc. Il cherchait un prestataire cloud pour un truc, et puis il dit, j'en peux plus de lire les CGU d'Azure, c'est atroce. En plus, il y a des parties de contrat, ça renvoie sur des liens, ça bouge tout le temps. Et j'ai dit, prends la feuille blanche, reprends à zéro, et puis prends un sous-traitant. Il y a Outscale qui est CDS au système, qui est derrière. C'est peut-être un peu plus sûr de partir sur un sous-traitant plutôt que d'essayer de s'enforcer ou vers une solution technique et essayer de justifier après coup. Peut-être après un moment, quand on voit que ça pêche, quand on voit que c'est bizarre, se dire qu'il y a un loup et essayer de voir autre chose. Alors ici, nous avons vu tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour nous rassurer, pour avoir un maximum de garanties dans ce contrat de sous-traitance. Néanmoins, les incidents arrivent et nous allons voir maintenant avec Maître Blandine Poitvin comment gérer ces situations lorsque les incidents surviennent. Alors, merci de me laisser la parole. Alors peut-être un petit
Propos introductif, quand on parle des incidents de sécurité en termes juridiques, et mon propos concerne principalement les notifications à faire face à ces incidents de sécurité en termes de données personnelles. On a tout un tas d'autres notifications qui peuvent être faites au titre de la directive Nice, au titre d'autres textes, notamment dans le domaine de la santé, auprès de l'ANSSI, etc. Mais en matière de notification failles de sécurité telles que le règlement européen le conçoit, nous sommes dans une acceptation beaucoup plus large que juste la partie informatique et la partie IT. Et c'est en général des difficultés de la mise en œuvre de cette documentation en termes de sécurité quand on parle de données personnelles. On s'aperçoit que les entreprises ont assez bien compris la documentation à mettre en place issue du règlement et ont assez bien mis en place leur registre des incidents ou cahier des incidents, sous l'angle IT. Mais pas du tout sous l'angle RGPD, c'est-à-dire ce qui va beaucoup plus loin que simplement la partie IT. Quand on regarde le formulaire de la CNIL sous l'angle de la notification, dans le cadre des notifications qui doivent être faites dans les 72 heures, vous savez, ce fameux délai sur lequel, en tant que donneur d'ordre, vous avez quelques difficultés parfois à négocier avec votre sous-traitant, ce fameux délai de 72 heures qui vous oblige, en tant que responsable de traitement, à faire une notification dans les 72 heures à la CNIL à compter de la découverte de la faille, quand elle a un impact, bien sûr, sur les données personnelles. Dans le formulaire de la CNIL, la première question, le premier cas proposé, c'est le papier perdu. On est loin de l'IT en matière de papier perdu. Et c'est ce qui explique l'explosion des notifications à la CNIL. Pour vous donner notre exemple au cabinet, on a un tout petit cabinet de 7 personnes. Donc sur ces 4 dernières années, nous avons uniquement fait 4 notifications pour un FAI, puisque le cadre juridique était complètement différent. Depuis septembre, je dirais depuis fin août, on en fait à peu près une par semaine. Et les cas sont très divers. Alors évidemment, celle de la semaine dernière, c'était une API. Donc on est sur des cas assez classiques, vulnérabilité d'une API, notification ou pas. Celle de la semaine précédente, c'était une attestation acédique qui avait été remise à la mauvaise personne. Donc on est dans un périmètre de l'incident de sécurité qui va bien au-delà de la partie IT. Et je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. Ça change complètement la façon dont la documentation en termes de sécurité et la gestion des incidents de sécurité doit être réalisée quand on parle de données personnelles. Et c'est aussi beaucoup plus difficile à mettre en place, puisque la perte d'un papier, une femme de ménage qui arrive dans l'entreprise et qui trouve dans la poubelle un listing de clients, c'est bien une faille de sécurité en termes de données personnelles. Est-ce que ça remonte forcément jusqu'à l'IT ? Je n'en sais rien. Donc, première réflexion autour de ce qu'on entend, nous, d'un point de vue purement juridique, en termes d'incidents de sécurité, qui n'est peut-être pas la même acceptation que vous l'avez, vous autres, dans la salle. Deuxième point, quand on est face à ces incidents de sécurité, évidemment, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il faut faire une notification à la CNIL ? Dans ce délai de 72 heures, nous avons un certain nombre de recommandations qui existent, notamment du G29, recommandations qui viennent dire que le point de départ des 72 heures, c'est pas l'incident. C'est pas non plus forcément la prise de connaissance. On peut se laisser un petit peu de temps pour mener une enquête interne, pour mener des investigations. Et la notification le point de départ se fera à partir de ces investigations très courtes qu'on aura mises en place. Ensuite, une fois que ces premières conclusions arrivent, la première question, c'est est-ce qu'il y a un impact ou pas données personnelles ? La notification n'est pas obligatoire dans tous les cas de figure. Mais s'il y a un impact données personnelles, elle devra être mise en place. Je reprends le cas de l'API que j'ai eu il y a quelques jours. Vulnérabilité sur une API, on a déterminé au bout de quelques heures que la vulnérabilité n'avait pas été exploitée. On ne pense pas. Évidemment, on n'en a pas de certitude absolue. Mais d'après les tests qu'on a faits, on pense qu'elle n'a pas été exploitée. Donc nous avons décidé de ne pas faire de notification à la CNIL. Et on a documenté en interne quelles investigations nous avons menées, pourquoi nous avons décidé de ne pas faire de notification. Et tout ça a été validé par le responsable de traitement. J'insiste aussi sur ce deuxième point de qui va faire la notification. La notification peut être faite par le sous-traitant. C'est prévu par la CNIL, c'est prévu dans le contrat type qui est proposé par la CNIL, c'est prévu par les lignes directrices du G29. Néanmoins, évidemment, en tant que conseil, on
vous demandera principalement que le responsable de traitement réalise lui-même cette notification et, en tout cas, si c'est fait par le sous-traitant, que ça se fasse bien avec la validation du responsable de traitement, ça me semble important. Et quand je dis la validation du responsable de traitement, ce n'est pas la validation du DPO, ce n'est pas la validation du RSSI, c'est vraiment du mandataire social, la personne qui peut engager la signature et la responsabilité pénale de la société. C'est un point qui me semble très important aussi. Et puis, que va faire la CNIL par rapport à cette notification? Alors, je passe un peu vite sur différents points, je pense que notre temps est limité, mais sachez que je vous ai préparé un petit support PowerPoint si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Mais que va faire la CNIL quand elle va recevoir notre notification? Elle va regarder plusieurs points. Elle va regarder quels moyens de sécurité vous aviez mis en place en amont. Et elle va apprécier la sécurité que vous avez mis en place en amont. Elle va se dire, est-ce que c'était suffisant par rapport aux points qui ont été mis en place tout à l'heure, qui ont été expliqués tout à l'heure, qui étaient très clairs, par rapport à la sensibilité de la donnée, par rapport au transfert de tiers, par rapport à la gestion des habilitations, etc. Elle va regarder quels moyens de sécurité en interne on avait mis en place. Elle va regarder si ça lui semble judicieux. Si ça lui semble pas judicieux, elle peut directement entrer en voie de sanction vis-à-vis de l'entreprise. Deuxième point, elle peut aussi obliger l'entreprise à communiquer auprès de cet incident de sécurité concernant toutes les personnes impactées par la faille de sécurité. Alors évidemment, moi je suis à Lille, je travaille beaucoup dans le domaine de la distribution. Quand on a 10 millions de personnes dans un fichier client pour une carte de fidélité, c'est très embêtant de communiquer auprès de 10 millions de personnes. On n'est pas très amis dans ces cas-là avec le directeur de la communication. Mais ça peut être une obligation de la CNIL. On a considéré qu'on n'avait pas à communiquer auprès des personnes physiques, nous en tant que conseil, parce que le risque ne nous semble pas grave, mais la CNIL peut nous obliger à le faire, parce qu'elle considère que les moyens de sécurité qu'on avait mis en place en amont n'étaient pas suffisants. Alors après, on peut avoir d'autres conséquences, mais en tout cas, on a déjà ces deux règles-là, de voir est-ce qu'une notification doit être faite, et dans tous les cas, il faut notifier en interne, dans notre registre des incidents, sur cette notification faite ou la décision qui serait prise de ne pas le faire. Est-ce qu'on a communiqué auprès des personnes? Est-ce qu'on envisage de le faire? Et surtout, quels moyens on a mis en place pour réparer l'incident que nous avons déterminé. Différents aspects. Je parle principalement de la CNIL, partant du principe qu'en tant que responsable de traitement, vous allez plutôt vous retourner vers votre autorité qui serait la CNIL. Ce n'est pas forcément le cas de tous les traitements transfrontaliers. Il peut être utile de déclarer le plus tôt possible une autorité chef de file. C'est un simple formulaire à remplir sur le site de la CNIL. C'est très intéressant quand on a des traitements transfrontaliers. Ça évite d'avoir à négocier avec X autorité nationale. Sachez qu'en matière de failles de sécurité, même si on a des formulaires qui peuvent être proches selon les pays, les démarches ne sont pas forcément les mêmes selon les pays. L'AECO, par exemple, en Angleterre, va vous demander plutôt de les appeler quand vous avez une faille de sécurité. Alors, sauf le week-end, mais la plupart du temps, elle demande un échange téléphonique. L'AECO va vous demander de justifier des formations que vous avez fait les 2 dernières années en termes de données personnelles auprès de vos salariés. Donc les demandes peuvent être différentes selon les autorités. Donc essayez d'avoir une autorité de tutelle que vous connaissez, avec laquelle vous avez peut-être des échanges, en tout cas avec une procédure plus facile peut-être à anticiper aussi. Voilà pour les premiers points très rapides que je voulais aborder sur ces questions. Nous allons passer la parole à la salle pour 1 ou 2 questions. Alors, pendant que les questions arrivent, j'aurai une question. Vous avez beaucoup parlé de notification d'incidents de sécurité liés aux données à caractère personnel. Le cloud est de plus en plus utilisé. Il pourrait être utilisé pour des données confidentielles, des secrets de fabrication ou pour des secrets d'entreprise. Qu'est-ce que l'on met en place dans les contrats? Qu'est-ce que l'on essaye d'avoir des fournisseurs lorsqu'il y a un incident de sécurité chez notre sous-traitant et ces données ont été divulguées? Alors bien sûr, cette question de la contractualisation est très importante dans la relation sous-traitant-responsable de traitement. On en a parlé à plusieurs reprises depuis tout à l'heure. Sur cette partie spécifique des incidents de sécurité, je pense que le point principal, c'est l'alerte, c'est l'information. Et il me semble que cette question de l'évaluation de l'impact doit se faire
du côté du responsable de traitement et pas seulement du côté du sous-traitant. C'est le responsable de traitement qui engage sa responsabilité, quelles que soient les démarches faites par le sous-traitant. Donc c'est bien au responsable de traitement d'évaluer l'impact. Et c'est à lui de déterminer si effectivement il y a des données personnelles ou s'il n'y en a pas. La donnée peut ne pas être personnelle chez le sous-traitant et l'être chez le responsable de traitement. Parce que le responsable de traitement a peut-être d'autres bases de données ailleurs et il peut peut-être faire un lien avec la donnée anonymisée ou pseudonymisée plutôt, qui serait chez le responsable de traitement, mais combinée à d'autres données qu'il peut avoir par ailleurs, elle devient personnelle. On peut aussi imaginer qu'en matière de cloud, par l'accès, qu'en ont les propres salariés du responsable de traitement, il y a quand même des données personnelles, puisqu'il y a bien un identifiant, un mot de passe à un moment donné pour accéder aux données. Il y a bien une traçabilité des accès qui sont réalisés par le responsable de traitement. Donc venir dire que dans le cloud, de façon générale, on pourrait ne pas trouver de données personnelles, c'est peut-être aller un petit peu vite, et en tout cas, il me semble que ça suppose une analyse chez le responsable de traitement dans tous les cas de figure. Alors, je peux apporter un complément dans le cadre de Secnum Cloud. Alors, si on fait du traitement d'incidents, il y a un formulaire d'ailleurs de déclaration d'incident qui est pour le fournisseur de services qualifiés. Donc, quand il y a un incident, il nous transmet le formulaire et nous on le traite pour faire l'analyse d'impact, voir si c'est bien traité, et puis aussi voir s'il notifie effectivement les sous-traitants et les clients qui contractualisent ou pas. Donc dans le cas de la qualification Secnum Cloud, c'est volontaire, c'est pas de l'impératif, mais on va vérifier déjà lors de la première certification que les processus pour la gestion d'incidents sont bien là lors de l'audit chez le prestataire de cloud. Et deuxièmement, une fois que la certification est faite, en fait, il y a un suivi de sécurité. Et normalement, il doit nous notifier d'incidents de sécurité ou de vulnérabilité qui sont avérés. Et là, on fait effectivement une analyse. Alors le 11, c'est l'ANSSI en premier lieu. Il y a une analyse d'impact qui est faite avant de toute communication. Et après, il y a communication, remédiation aux parties concernées. Après, un petit truc, si vous voulez voir un sous-traitant cloud, demandez-lui son processus et comment il gère les incidents. C'est-à-dire que ça permet de juger de la capacité de quelqu'un quand les ennuis arrivent et pas a priori où tout le monde il est beau, tout le monde il est fort. Mais savoir comment il réagit en phase de crise. Et qui l'appelle, quel est le processus. Ça, c'est juste le petit truc. Je vais juste ajouter un point, effectivement, par rapport à ce que vous disiez. Qui l'appelle ? Parce qu'il faut aussi que le client soit prêt. Quand on parle, alors non pas la notification ANSSI, mais la notification CNIL, dans les 72 heures, c'est très court. Évidemment, dans celle que nous avons eue, il y en a eu une le 14 août, un autre un vendredi à 22 heures. Enfin, c'est toujours des moments qui sont impossibles à gérer. Donc, il faut aussi que le client soit organisé pour recevoir ces incidents et être en mesure de les traiter et de mettre en place les relais qui vont bien. Je vais ajouter un point sur ce sujet, sur la partie contractuelle. Ça veut dire qu'il faut bien développer la clause confidentialité. Et les entreprises commencent à scinder cette clause avec deux objets, en fait. On parle de données sensibles. Donc il y a à la fois les données commerciales sensibles. On qualifie la donnée. Et les données personnelles, et ensuite on rajoute un processus effectivement avec un contact. On nomme une personne qui est détentrice finalement de la donnée, même si c'est pas tout à fait le cas sur le plan de l'organisation interne, mais il faut nommer un contact, un interlocuteur pour pouvoir procéder à ces notifications, ces alertes en fait, si jamais il y a un problème de sécurité ou autre. C'est la perte du papier effectivement, c'est pas forcément un problème IT, mais c'est la sécurité de façon générale. Pour rebondir sur quand on va faire des clauses contractuelles pour les sous-traitants, il y a des sous-traitants qui apparaissent en temps de crise. L'auditeur SSI, la réponse incident, peut-être la détection, le SOC, et eux sont amenés à en manipuler et des brouettes de données personnelles et sensibles. Et justement, ces sous-traitants, on contractualise souvent dans l'urgence. Ça arrive le dimanche soir, donc c'est un peu comme se retrouver à la porte de son appartement bloqué le dimanche soir. On a tendance à prendre de tout le monde et n'importe qui. Donc dans la sous-traitance aussi, c'est bien de prévoir des contrats types ou cadres, en cas d'incident, pouvoir justement avoir quelqu'un sous la main et un contrat d'au moins prénégocié, qu'on ne soit pas dans l'urgence et signer n'importe quoi. Il y a un modèle
Alors, on peut recourir au PASSI et au PRIS. Et après, s'il y a un problème avec un PASSI ou un PRIS, alors c'est pas délation@ssi.gouv.fr, c'est qualification@ssi.gouv.fr et il y a un formulaire pour effectivement expliquer le problème. Et nous, on instruit voilà, avec les éléments qu'on nous donne. Le temps passe très vite, ça va être la fin de notre table ronde. Nous allons pouvoir remercier les intervenants que vous retrouverez dans le cocktail. Et je vais inviter Madame Caroline Rafton à venir me rejoindre au nom de NBS System en tant que directrice générale pour nous expliquer pourquoi elle est sponsor de l'événement.